de cuisiner, mais aussi les bonnes manières à table. La fascination pour l'Italie sera un facteur prépondérant, mais il ne faut pas négliger l'influence de l'imprimerie, par exemple, on en parlera, la découverte de l'Amérique, bien sûr, et la réforme protestante, sans compter le mouvement humaniste. Tous ces facteurs vont jouer un rôle au niveau de la gastronomie à la Renaissance. Donc la Renaissance, c'est un tournant majeur dans l'histoire de l'alimentation. C'est sans conteste en Italie que commence l'influence au niveau des arts de la table, et cette influence des arts de la table va se propager en France. Grands navigateurs, les Italiens ont incorporé dans leur cuisine les épices et les techniques culinaires venues d'Orient et venues d'Asie, sans compter bien sûr l'influence des marchands arabes et de l'Afrique du Nord, qui sont souvent passés par l'Espagne et par l'Italie et ont révolutionné les saveurs vers la fin du Moyen Âge. Mais une autre nouveauté a lieu à la Renaissance, c'est l'arrivée des produits du Nouveau Monde. À la découverte de l'Amérique, ou des Amériques, comme on disait à l'époque, haricots verts, petits pois, maïs, piments, café, chocolat, dinde vont faire leur apparition en Europe. Mais ils vont s'imposer de manière graduelle, très progressivement. La pomme de terre, par exemple, mettra plusieurs siècles avant d'être admise sur les tables françaises. À part le piment et la dinde, les produits des Amériques prendront 3 siècles à s'imposer en France. À la Renaissance, l'arrivée des produits en provenance des Amériques n'est donc pas une vague déferlante ni une révolution. C'est un apport long qui va s'étaler, comme je l'ai dit, sur plusieurs siècles. Il serait donc faux de penser que les habitudes alimentaires changent du jour au lendemain à la Renaissance à cause de la découverte des Amériques. Alors, autre élément d'influence à la Renaissance, c'est l'imprimerie. La cuisine de la Renaissance reste encore très proche de la cuisine médiévale au niveau de ses techniques. L'avènement de l'imprimerie en 1450 nous en donne d'ailleurs la preuve. Des ouvrages rares comme le Viandier de l'illustre chef du Moyen Âge, Taillevent, sont publiés en grand nombre à la Renaissance. C'est le cas aussi d'autres ouvrages culinaires du XIIIe et du XIVe siècle, ce qui montre combien l'influence du Moyen Âge reste encore vivace à la Renaissance. Ainsi, la découverte de l'imprimerie par Gutenberg permet à la Renaissance la promotion de livres de cuisine. La gastronomie et la diététique deviennent des sujets littéraires qui intéressent les gens de culture, comme François Rabelais, par exemple. On note qu'à la Renaissance, un ouvrage célèbre, fondamental, je dirais, de l'italien Bartolomeo Sacchi a un grand succès en France. Il s'intitule Du plaisir honnête et de la santé, et il va paraître à Lyon en 1550 environ. Cet ouvrage de Sacchi insiste sur le fait que le plaisir gustatif n'est pas un péché. Alors, chez les catholiques, la gloutonnerie est certes condamnée, mais pas le plaisir gustatif. Les protestants, eux, sont très sévères quand il s'agit de la notion de plaisir ou de plaisir gustatif. Luther et Calvin vont ajouter à la sobriété l'austérité, rendant les plaisirs de la table coupables.
Et cela, bien sûr, va avoir une influence sur la gastronomie française dans une certaine catégorie de la population qui va suivre les préceptes protestants. Alors un autre auteur célèbre de la Renaissance, c'est Erasme de Rotterdam, qui va écrire en 1530 un traité sur les contenances de la table. Et c'est fondamental, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il va l'écrire pour son élève, le prince de Bourgogne. Ce traité, comme je l'ai dit, sera révolutionnaire et grâce à l'imprimerie, il va être traduit et publié dans toute l'Europe, dans toutes les langues. Et nous y reviendrons plus en détail. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler des changements dans le mode alimentaire à la Renaissance. Alors, on va commencer par les légumes. Grâce à la littérature, les légumes prisés dans les cours italiennes font leur entrée parmi la noblesse française. À la Renaissance, asperges, concombres, choux-fleurs, cardons et artichauts garnissent les tables de l'élite française. Même les légumes racines, autrefois méprisés, car légumes des pauvres paysans, apparaissent sur les tables bourgeoises. Carottes violettes, salsifis, panais sont très appréciés. Alors ce changement à la Renaissance va se faire au détriment des légumes secs, plus lourds, moins digestibles et associés aux tables des pauvres. La Renaissance, c'est aussi le siècle des champignons, dont la consommation va augmenter grandement, parallèlement au déclin des légumes secs. À noter que les premières cultures de légumes des Amériques n'apparaissent qu'au début du XVIIIe siècle. C'est le cas des haricots et du maïs, par exemple. Ils ne sont donc pas présents à la Renaissance comme on pourrait le croire. Parlons un peu des fruits maintenant. Là encore, grâce à l'influence italienne, les fruits sont davantage consommés par la noblesse. Les fruits exotiques sont en effet très prisés, orange amer, citron et melon. Alors, ils vont être consommés cuits, en compote, sous forme de pâte de fruits aussi, de fruits confits ou de confiture. Les fruits, souvent servis en début de repas au Moyen Âge, migrent à la Renaissance vers la fin du repas. Ils deviennent donc un dessert, sauf peut-être le melon et les figues que l'on va servir accompagnés de jambon. Les horticulteurs vont développer l'arboriculture qui connaît un essor fabuleux à la Renaissance. On acclimate des arbres fruitiers venus du sud. On les acclimate aux régions nordiques, on greffe et on va faire des croisements. Parlons un peu des viandes. La Renaissance va marquer le déclin des grands volatiles qui étaient tant aimés au Moyen Âge par les nobles. Les cygnes, les hérons, les paons, les cigognes, les aigles, les grues, les cormorans apparaissent de moins en moins sur les tables des banquets. En effet, les croyances changent. À la hiérarchie verticale de l'alimentation du Moyen Âge, cette hiérarchie disparaît. On ne croit plus désormais qu'un animal à plumes est plus prestigieux qu'un animal à poil, car l'animal à plumes vole, donc il est plus proche des cieux, plus proche de Dieu. Ceci avait une grande influence au Moyen Âge. Cela n'en a plus du tout à la Renaissance. De plus, les grands volatiles au Moyen Âge exprimaient le prestige, mais désormais ce sera le sucre, et nous le verrons,
qui symbolisera la richesse. Alors pour continuer sur les viandes, le bœuf, longtemps considéré comme un animal de labour, devient populaire parmi les élites. On commence à la Renaissance à élever le bœuf pour sa chair. Ce n'est donc plus uniquement un animal que l'on va utiliser dans les champs pour sa force. La même popularité est vraie pour la viande de veau, l'agneau, le mouton, le chevreau. Toutes ces viandes sont en vogue à la Renaissance. Moins présentes dans l'alimentation paysanne, cependant. Ces viandes permettent ainsi aux riches de se démarquer du peuple. Les nobles, grands propriétaires terriens, mangent toujours beaucoup de gibier à poil. Cerfs, biches, daims, chevreuils, sangliers. Le porc, lui, reste méprisé par les élites. Il garde l'image de la viande du pauvre. Alors, d'une manière intéressante, les abats, foie, rognon, cervelle, gagnent en popularité chez les nantis. Les langues d'oiseaux, les crêtes des volailles, les testicules de coq, les tétines des mamelles sont des curiosités de plus en plus appréciées. Par effet italien de mode, il y a un retour à la gastronomie romaine antique. Et cela se passe à la Renaissance. De manière générale, les élites mangent plus de viande et moins de poisson qu'au Moyen Âge. C'est l'influence protestante qui va supprimer les jours maigres qui joue à plein effet. On peut aussi noter qu'à cause de l'augmentation de la population, beaucoup des champs et des prés sont transformés en terres céréalières. Le peuple mangera donc moins de viande car les terres d'élevage diminuent. Parlons un peu des sauces et des assaisonnements qui étaient si importants au Moyen Âge. À partir de la Renaissance, les sauces acides du Moyen Âge, cuisinées à base de vinaigre, de vin blanc et de verjus, et qui, je dois dire, avaient l'avantage d'être très saines, eh bien, ces sauces commencent à décliner. On y ajoute du beurre, de la crème, particulièrement dans le nord de la France, pays de pâturage aux températures fraîches. D'ailleurs, la réforme protestante de Luther et de Calvin permet d'abolir l'interdit du beurre durant le carême. L'Église catholique, d'abord furieuse, finira par autoriser le beurre et les fromages les vendredis pour éviter la fuite des fidèles vers le protestantisme. Alors en parlant du gras, on peut dire que le saindoux et le lard restent néanmoins très présents dans la cuisine de la Renaissance, mais ils restent interdits par l'Église les jours maigres. On les remplace alors souvent par de l'huile les vendredis et les jours d'abstinence. Alors les épices, eux, restent un signe de richesse par excellence, comme au Moyen Âge, car elles sont de provenance lointaine, donc elles coûtent cher. Cependant, on les utilise avec plus de parcimonie à la Renaissance. On veut en effet ne pas masquer les saveurs naturelles des aliments par des excès d'épices, ce qui fut souvent le cas, je dois le dire, au Moyen Âge. Parlons un peu maintenant de l'essor irrésistible du sucre. La Renaissance, c'est vraiment l'âge du sucre. La culture de la canne à sucre avait été introduite par les Arabes en Andalousie, c'est-à-dire en Espagne, et en Sicile, Italie, vers le 9e et le 10e siècle, donc au Moyen Âge.
Ils l'avaient eux-mêmes d'ailleurs, les Arabes, rapporté de Perse. Mais la canne à sucre n'est pas adaptée à l'Europe car elle nécessite irrigation et une certaine quantité de chaleur. À la Renaissance, on continue donc à importer du sucre qui vient d'Orient. On l'achète donc au prix fort. De ce fait, le sucre est un marqueur de richesse. À la Renaissance, d'ailleurs, Jean Brierat-Champier, qui est le médecin du roi François Ier, note dans ses écrits, je cite, la saveur sucrée est si appréciée des seigneurs que les cuisiniers en saupoudrent toutes les viandes, tous les poissons et tous les légumes. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que cette mode va régresser. Les Arabes vont amener en Europe la technique de la cristallisation que l'on ne connaissait pas, cristallisation du sucre. Alors, au milieu du XVIe siècle, le grand agronome français Olivier de Serres suggère l'utilisation de la betterave, mieux adaptée au climat européen, au climat nordique. Mais il ne sera pas entendu et il prêchera dans le désert. Ce n'est que 2 siècles plus tard qu'on se souviendra de sa découverte. Alors, au Moyen Âge, le sucre était surtout employé de façon thérapeutique. Pour les médecins médiévaux, le sucre est censé faciliter la digestion. Rare et cher, il est souvent réservé aux malades. Hélas, à la Renaissance, l'essor de la canne importée, canne à sucre, se fait au détriment du miel, qui pourtant est bien plus sain. Sous l'influence italienne à la Renaissance, les élites sociales françaises ont un goût irrésistible pour la pâte d'amande, la frangipane venue d'Italie, les macarons et le nougat. On mange énormément de confitures, de fruits confits, de pâtes de fruits aussi. À tel point, par exemple, que lorsque Catherine de Médicis se rend à Metz en 1578 avec son fils, le futur Charles IX, la ville de Metz lui offre la spécialité locale, des mirabelles confites dans le sucre. Les confiseurs vénitiens apportent leur art en France. Désormais, on va créer des personnages et des fruits en sucre. La confiserie devient une véritable œuvre d'art. C'est de la sculpture. Les cours royales d'Europe s'arrachent ces nouveaux artistes italiens. Le sucre devient un moyen d'étaler sa richesse et d'éblouir ses invités. Côté pâtisserie, on notera l'apparition des pains d'épices, des biscuits à la cuillère, de la génoise, venue d'Italie encore, des meringues, des gâteaux de riz, des tartes aux fruits. Les tartes aux fruits vont se divertir. On ne va pas simplement faire des tartes aux pommes et aux poires ou aux prunes. On va faire des tartes avec des oranges amères, avec des citrons, etc. On y inclut donc des fruits exotiques. La pâte à choux, qui était connue depuis l'Antiquité déjà, est remise à la mode sous forme de beignets. La pâte feuilletée, qui avait été mise au point par les Arabes, on ne le sait pas, fut ignorée au Moyen Âge, mais redécouverte à la Renaissance. Alors il faut noter qu'au Moyen Âge, le terme pâtissier s'applique à l'artisan qui confectionne des plats cuisinés, sucrés ou salés à base de pâte. Donc le pâtissier, c'est celui qui fait des tourtes, des pâtés ou des terrines en croûte aussi. Alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt le domaine du charcutier ou du traiteur, par exemple. Alors pour en revenir aux sucreries, comme au Moyen Âge, les dragées, produites dès la Rome antique, restent en vogue à la Renaissance.
Les pastilles sucrées inventées par le confiseur italien Pastiglia sont très appréciées par les enfants de la cour de France. La crème glacée apportée par les Arabes via la Perse vers la fin du Moyen Âge se répand sur toutes les tables de la noblesse de France. Les sirops, spécialité italienne s'il en est, arrivent en France aussi à la Renaissance. Les Italiens popularisent ainsi les sorbets à la glace de montagne, comme ils les appelaient, en France. Quelques mots maintenant sur les boissons. Alors, comme au Moyen Âge, on se méfie encore de l'eau à table. L'eau, à la Renaissance, reste un facteur de maladie, un vecteur de maladie, dont la dysenterie, par exemple. Donc, on boit très peu d'eau à table. On ne boit pas de lait non plus, d'ailleurs. Il reste réservé aux enfants, aux vieillards et aux malades. Les alcools plus sûrs sont donc très présents. Le vin, tout d'abord, se boit en quantité. Il est léger cependant, sa teneur en alcool, comme au Moyen Âge, ne va pas excéder 6 à 7%. Il ne va donc pas se conserver plus d'une année. On va y macérer cependant des herbes et des fruits. On leur prête ainsi des vertus digestives et médicinales. Au Moyen Âge, les vins blancs, on l'avait vu, étaient très populaires car ils étaient acides. On aimait bien l'acidité au Moyen Âge. Mais à la Renaissance, ils vont être le plus souvent remplacés par des vins rouges, un peu plus corsés. Le poste des chansons reste très important parmi la haute aristocratie. C'est les chansons qui servent à boire au roi ou au maître. C'est lui qui mélange le vin à l'eau, car on coupait le vin très souvent avec de l'eau, et même au sucre. C'est lui, les chansons, qui va le goûter avant que le maître le boive, car à l'époque, on craignait par-dessus tout les empoisonnements. Reste que le vin, d'une manière générale, lors des banquets, n'était pas disposé sur les tables de la Renaissance. On le place pour les convives sur des dessertes qui sont séparées de la table. On les met dans des augières, c'est-à-dire de larges vases et des pichets, et encore, très souvent, ces pichets ou ces larges vases vont être communs et on va se le passer d'une personne à l'autre. Dans les campagnes, il est intéressant de noter qu'on va boire jusqu'à 3 litres de vin par jour et par personne, et cela inclut les enfants et les adolescents. Heureusement, je vous l'ai dit, le vin est léger. Alors la bière reste surtout consommée dans le nord de la France, mais elle est bue principalement par les paysans, les ouvriers urbains, qui eux vont s'approvisionner dans les tavernes. La bière reste peu appréciée des élites. Pourtant, c'est durant la Renaissance, en 1498, que naît à Paris le premier statut officiel de maître brasseur. Il implique une formation de 3 ans en apprentissage et impose les éléments de base à la fabrication de la bière: eau, grains et houblon. Alors les Perses, eux, avaient découvert l'art de la distillation. Ils l'ont transmise aux Arabes et grâce à eux, elle va se répandre en Espagne et en Italie, puis dans les monastères de France. On va ainsi découvrir l'alambic. Il faut d'ailleurs se rappeler, si on aime l'étymologie, que des mots comme alambic, alchimiste, alcool, élixir sont tous des mots d'origine arabe qui nous viennent du Moyen Âge.
Alors vers la fin du Moyen Âge, les eaux de vie sont devenues très populaires. Elles étaient vendues au Moyen Âge par les apothicaires et prescrites par les médecins. Mais à la Renaissance, ces eaux de vie deviennent une boisson courante. On les trouve très souvent sur la table des nantis. Et on commence à en trouver aussi vers la fin de la Renaissance dans les tavernes. Les liqueurs, elles aussi, arrivent en France via les monastères italiens. Alors tout ça est bien joli, mais il faut quand même savoir que la Renaissance, qui s'étale, comme je l'ai dit, en France de 1480 à 1610, couvre quand même un long siècle de famine, de guerre et d'épidémies. Il reste que dans les campagnes et à la ville, la vie est très difficile. Il y a 9 famines majeures qui se produisent entre 1500 et 1600. Ces famines sont dues à ce que l'on appelle le petit âge glaciaire, qui vient de débuter. Il va durer environ 3 siècles. Les hivers sont très précoces, très rudes, et ils se prolongent. Cela ravage certaines années les récoltes et tue même les arbres fruitiers. Et cela, donc, ce petit âge glaciaire, va vraiment expliquer les famines qui se produisent à la Renaissance. Mais pas seulement. Les épidémies telles la peste se succèdent elles aussi. On va en compter environ 13 en un siècle pendant la Renaissance, parfois dans tout le royaume ou parfois très localisées en Bretagne, en Aquitaine ou dans le Lyonnais. Enfin, il ne faut pas oublier de parler des guerres. Nous sommes à l'époque du protestantisme et des guerres de religion. Et ces guerres de religion vont avoir un impact dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Il y a des villages qui vont vraiment être ravagés par les guerres, les batailles intestines, des familles qui se déchirent. Et tout cela, bien sûr, va influer négativement sur les récoltes. Alors on comprend pourquoi le peuple, à la Renaissance, vit dans la hantise de manquer de nourriture. Alors changeons un peu de sujet maintenant et parlons de la salle à manger à la Renaissance, c'est-à-dire de la pièce salle à manger. Chez les nantis, comme au Moyen Âge, il n'y a toujours pas de pièce spécifique pour les repas au début de la Renaissance. On décore de tissus ou de tentures la salle choisie, selon l'importance des repas et le nombre des convives. On note également que sous François Ier, les tables à tréteaux, c'est-à-dire des tables qui étaient démontables, vont commencer petit à petit à disparaître au profit des tables fixes, qui reposent maintenant sur des pieds bien fermes attachés à la table elle-même. Au début de l'ère baroque qui suivra, avec la naissance de la salle à manger, les tables fixes vont se répandre dans les maisons bourgeoises. Alors la table à tréteaux, à la Renaissance, se recouvre toujours de longues nappes, comme on le faisait durant le Moyen Âge. Le plus souvent, les convives restent placés du même côté de la table. On fait souvent des grandes tables en U, afin que les convives puissent suivre les divertissements lors du repas. La place de l'invité d'honneur à la Renaissance est marquée par ce que l'on appelle un dé. Un dé, c'est en fait une sorte de grand parasol fixe en toile que l'on installe au-dessus de la chaise d'honneur. Alors à la Renaissance, les bancs vont céder doucement la place aux chaises et aux tabourets individuels, alors qu'au Moyen Âge, on s'asseyait encore sur des bancs que l'on partageait
en commun. Alors, difficile maintenant de parler de la Renaissance et de la gastronomie sans mentionner l'influence des Médicis. Alors, la contribution de Catherine de Médicis, qui épouse en 1533 le futur roi de France Henri II, est capitale. Lorsque Catherine de Médicis arrive en France en provenance de Florence, elle emmène avec elle beaucoup d'artistes italiens, dont de nombreux artistes de la table. L'influence des Médicis en France sera très importante, particulièrement au niveau des desserts, mais également, nous le verrons, au niveau des ustensiles de table. Alors, ustensiles, parlons tout d'abord de la fourchette. Catherine de Médicis va diffuser non pas la fourchette, comme on l'entend dire très souvent, elle va diffuser le fourchon, c'est-à-dire une fourchette à deux dents très très longues, et que l'on va utiliser non pas pour manger, mais que l'on va utiliser pour se servir, pour piquer les aliments dans les plats et pour se servir. Ce fourchon à deux dents va donc devenir très populaire sous Catherine de Médicis. Alors que, je vous le rappelle, la tradition à la Renaissance était encore de piocher avec les doigts dans les plats pour se servir, comme on le faisait au Moyen Âge. Alors, durant une bonne partie de la Renaissance, on va encore utiliser son couteau pour manger. On le porte à la bouche, on coupe les aliments, bouchée par bouchée, et l'on va manger ainsi. On mange souvent aussi à la Renaissance avec trois doigts. Les paysans, eux, vont manger avec les 5 doigts de la main, mais les bourgeois et les nobles vont manger seulement avec 3 doigts. Alors ils hésitent à utiliser le fameux fourchon de Catherine de Médicis, car ils ont peur de se piquer les lèvres et la langue, ou même de se casser les dents. Et c'est pourquoi ils continuent de manger au début de la Renaissance avec les doigts. Il va donc falloir attendre Henri III, alors nous sommes là vers la fin de la Renaissance, en 1575 à peu près, pour que l'usage de la fourchette, qui devient plus petite, plus courte, se répande. La raison, c'est une raison vestimentaire. Henri III avait l'habitude de porter de larges collerettes autour du cou. Par-dessus tout, il était considéré comme très impoli de se tacher, surtout pour un roi, et la grande collerette posait un problème avec les doigts. Il va donc petit à petit imposer l'art de la fourchette. Il est plus facile de manger avec une fourchette sans tacher ses habits. Néanmoins, je dois dire que ce n'est qu'au XVIIIe siècle, donc bien plus tard, que l'usage de la fourchette, telle qu'on la connaît aujourd'hui, à 4 dents et très courte, va devenir commune et se généraliser. Alors le couteau, lui, doit se placer à droite, ainsi que la cuillère et le verre. Alors pourquoi à droite? Car la majorité des convives est droitière. Cela évite tout simplement de tremper sa manche au-dessus du plat ou dans l'assiette en essayant d'atteindre son verre ou ses ustensiles. Et c'est d'ailleurs pourquoi la fourchette, encore rarement représentée à la Renaissance, sera plus tard placée à gauche, par défaut tout simplement, car le couteau, la cuillère et le verre occupent déjà la place. Alors comme au Moyen Âge, à la Renaissance, il est encore d'usage d'apporter son propre couteau lorsqu'on est invité. Mais cette tradition
va s'éteindre peu à peu et les hôtes vont commencer à fournir des couteaux à leurs invités. Alors il faut parler de la serviette. Avec la mode des collerettes, l'usage de la serviette va se répandre sous Henri III. Pour décorer les tables, d'ailleurs, les serviettes vont être pliées en forme d'oiseau et en forme de papillon. Alors, il est conseillé de la garder sur l'épaule ou sur le bras gauche quand on ne s'en sert pas une fois qu'elle est dépliée. Alors, on ne va plus s'essuyer les mains comme au Moyen Âge, sur ses pantalons ou même sur la nappe de la table. On va utiliser la serviette pour s'essuyer les doigts. Lécher ses doigts devient totalement inconvenant à la Renaissance. Il faut absolument se les essuyer sur la serviette. Comme je l'ai dit, on doit de surcroît, si on utilise les doigts, n'utiliser que 3 doigts pour manger, pas 5 comme les paysans. Alors, sous Henri III, la serviette peut faire jusqu'à 1 mètre de diamètre. Donc, ce sont des serviettes énormes, en fait, qu'on va attacher autour du cou, qui vont recouvrir toute la collerette et l'avant du corps des convives. Alors, on va parler un peu du mouchoir aussi, qui se répand également parmi la noblesse. Alors pourquoi le mouchoir? Ben, tout simplement car désormais, lorsqu'on est à table à la Renaissance, on ne peut plus se moucher comme on le faisait avant dans sa manche, ce qui était commun au Moyen Âge. On nous apprend aussi qu'il faut se retourner lorsque l'on éternue. Puis, bien sûr, faire le signe de la croix, d'où l'expression en français bénisse ou à vos souhaits ou bless you, bien sûr, en anglais. Lorsque l'on bâille, il faut aussi se couvrir la bouche avec un mouchoir, ça fait très bon genre. La cuillère française, qui elle était ronde au Moyen Âge, va devenir ovale à la Renaissance sous l'influence italienne. Il n'est donc plus nécessaire d'ouvrir grand la bouche comme on le faisait en France pour manger sa soupe ou sa bouillie. La forme allongée, cuillère, est beaucoup plus pratique. La cuillère devient plus étroite, mais elle peut contenir la même quantité de soupe ou de bouillie. Alors, grâce à Catherine de Médicis, l'assiette à rebord plat va remplacer la fameuse écuelle en bois ou en étain que l'on utilisait au Moyen Âge. L'assiette en faïence marque la place de chaque invité. Elle définit donc un périmètre, et ça c'est très important. D'où d'ailleurs l'étymologie du mot assiette. Assiette vient du mot être assis. C'est là que l'on s'assoit. Cela devient donc l'assiette. C'est le périmètre qui vous appartient ou qui appartient à chaque invité. Alors les soupes et les bouillies, elles, ne sont pas servies dans les assiettes puisque les assiettes sont plates. Elles vont être servies dans de belles coupes qui vont être généralement ornées. La tradition médiévale du tranchoir. Alors, je vous avais expliqué il y a un mois que le tranchoir, c'était cette large tranche de pain rassis que l'on coupait dans une miche et que l'on posait à plat sur la table et sur laquelle on allait mettre ses viandes ou son poisson pour manger, par exemple. Eh bien, cette tradition du tranchoir va disparaître totalement chez les nobles. Alors, le verre, lui aussi, voit un grand changement à la Renaissance. Alors, quand il y en a, car il y en a chez les gens très riches, il est encore commun, même chez les bourgeois, de se partager, de se passer un même pichet que l'on va boire en commun. Alors,
les seigneurs avaient tout de même au Moyen Âge des gobelets de céramique ou de terre, voire d'argent ou d'étain. Mais le problème, c'est que tous ces gobelets laissaient un arrière-goût aux boissons. Avec l'avènement des verres, les boissons ont un meilleur goût. Ces verres, d'ailleurs, nous viennent d'Italie. Ils sont fabriqués dans les verreries et les cristalleries de Venise. Et ils nous arrivent en France. Alors maintenant que nous avons parlé de la salle à manger, de la table, du couvert en général, j'aimerais vous parler, pour conclure, de la naissance de l'humanisme. Et ça, c'est fondamental quand on parle de gastronomie, car l'humanisme va influer sur les manières de table. Et Erasme de Rotterdam, je vous l'avais dit, a écrit en 1530 un traité sur les contenances de table pour son élève, le fils du duc de Bourgogne. Erasme déclare: l'homme ne naît pas homme, il le devient. À partir de la Renaissance, il s'agit donc de chasser la rusticité du Moyen Âge et de développer l'art de la civilité. Le prince de Bourgogne va donc apprendre que l'attitude du corps à table permet en fait de juger de l'attitude de l'âme. Bien se tenir à table devient fondamental. Alors, selon Erasme, bien sûr, avant de passer à table, il faut bien se laver les mains et il faut se curer les ongles. Les mains doivent être posées sur la table et non jointes dans l'assiette. Seuls les vieillards peuvent mettre un coude sur la table. Erasme va insister sur le fait qu'on ne doit pas se vautrer lorsqu'on s'installe à table, comme on le faisait au Moyen Âge. Alors il faut garder les jambes bien pliées sous la table, ne pas les croiser, ne pas toucher avec les pieds celui qui peut être à côté de vous ou en face même. Les bras doivent rester bien pliés et bien alignés le long du corps afin de ne pas donner de coups de coude aux voisins. Désormais, chaque convive a un territoire délimité par son assiette et son couvert, comme je vous l'ai expliqué. On est donc bien loin des banquets rustiques du Moyen Âge. Alors, le manuel de savoir-vivre d'Erasme mentionne ainsi qu'on ne doit plus se gratter la tête à table ou se nettoyer les dents avec un couteau, comme on le faisait au Moyen Âge. Mais non, il faut utiliser une plume d'oiseau, c'est plus élégant. La plume d'oiseau est d'ailleurs l'ancêtre de notre fameux cure-dent. L'utilisation du couteau est elle aussi réglementée. Il ne faut pas gesticuler avec son couteau à la main lors du repas, ça peut être dangereux. Erasme nous explique par exemple que si l'on est bien élevé, on ne doit pas enlever la coquille d'un œuf dur en utilisant ses doigts et ses ongles. Non, on doit casser la coquille avec son couteau et retirer avec habileté la coquille avec la pointe du couteau. Il nous dit aussi qu'on ne doit pas ronger les os avec ses dents comme les animaux. On les gratte proprement avec un couteau. Alors, il est aussi conseillé par Erasme de ne pas se goinfrer jusqu'à vomir, ce qui n'était pas un problème dans l'Antiquité, bien sûr, et même au Moyen Âge. Alors, il est très détaillé. Erasme va apprendre au jeune duc de Bourgogne qu'il faut vider sa vessie et son ventre avant de passer à table.
Il va lui dire aussi que tremper le pain dans la sauce que l'on a mordue est grossier. Non, il faut rompre le pain et ensuite le tremper dans la sauce. Érasme apprend aussi au petit duc de Bourgogne que 3 doigts dans une salière sont des manières de vilain. Il faut désormais utiliser la pointe d'un couteau propre pour se servir de sel. En outre, il est proscrit de jeter les restes sous la table, ce qui se faisait beaucoup au Moyen Âge. Il ne faut plus les remettre dans le plat, comme on le faisait également au Moyen Âge, ou alors carrément sur la table. Non, maintenant il faut garder ces restes au coin de son assiette. L'importance de la bonne mastication devient un élément canon de la Renaissance. Il faut mâcher, il ne faut pas engloutir d'une seule fois des gros morceaux de viande. Il ne faut pas que les joues se gonflent et soient pleines comme celles des animaux. Fermer la bouche en mangeant est également devenu obligatoire. Selon les règles de l'étiquette, à la Renaissance, l'aspect visuel du corps prend donc une importance considérable, ce qui n'existait pas au Moyen Âge. Boire et parler la bouche pleine est désormais irrespectueux. Alors, dès la Renaissance, il devient vulgaire de boire avant de commencer à manger. Un noble ou un homme riche ne saurait être assoiffé comme un paysan. Donc, on ne boit pas avant d'avoir fini sa soupe ou sa bouillie. Et ensuite, on commence à boire alors que le reste des plats suit. C'est à la Renaissance que l'on condamne pour la première fois les crachats à table, alors qu'au Moyen Âge, cracher par terre en mangeant était une chose tout à fait commune. Pourquoi? Car les médecins prétendaient que ravaler sa salive était mauvais pour la santé. Érasme préconise donc l'utilisation du mouchoir. Alors, quant à la flatulence et au rot, qui étaient très communs lors des banquets du Moyen Âge, doivent être désormais contrôlés car ils importunent bien sûr les voisins de table. Avec la Renaissance, la notion d'embarras apparaît pour la première fois. On le voit donc à la Renaissance, on aborde tous les sujets sans restriction, il n'y a aucun tabou, Érasme nous parle de tout. Les bonnes manières sont donc pour les humanistes la seule solution pour échapper au comportement grossier du Moyen Âge. Alors, en matière de gastronomie, l'humanisme de la Renaissance est une transition entre les manières frustes du Moyen Âge et le maniérisme qui va suivre à l'époque baroque et qui trouvera son apogée sous Louis XIV. On aura l'occasion d'en parler. En conclusion, je dirais que nous sommes tous, du moins nous l'espérons, des enfants de la Renaissance. Ce que nous enseigne Érasme au XVIe siècle résonne encore aujourd'hui. La gastronomie est un tout. Ce n'est pas simplement l'accumulation de plats et de recettes, c'est un art de vivre. Et cet art de vivre est né à la Renaissance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éric. Oh, merci, merci. Très informatif et une élocution parfaite. Je pense que tout le monde a apprécié ça. Gentil. On a un petit peu de temps pour des questions ou des Oui, bien sûr. commentaires, hein, si certains de
de nos invités veulent y participer. Donc, je vous laisse unmute, donc enlever la fonction mute de votre micro si vous avez quelque chose à dire à Eric. C'est à vous. Je vais garder Alors, on a Daniel qui veut parler. Allez-y, Daniel. Bonjour. Bonjour et merci pour cette magnifique présentation. Puisque beaucoup de règles alimentaires, pas culinaires nécessairement, mais alimentaires, semblent venir des pays arabes, c'est quand même intéressant que même de nos jours, ils mangent avec leurs mains. Par exemple, ils ont le grand plateau de couscous avec la viande et ils font les petites boules avec une main et ils les roulent. Et ensuite, ils la mangent avec une main et l'autre main reste propre. Mais c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas continué dans l'évolution qu'ils ont pourtant commencé. Tout à fait. Oui, et merci Daniel de cette remarque. Et c'est vrai que on parle rarement de l'influence arabe, de l'Afrique du Nord en général. C'est vrai, bon, comme on le sait, il avait une culture très, très évoluée et dans beaucoup de domaines bien plus évoluée qu'au Moyen-Âge en Europe, par exemple. Et ils étaient également grands voyageurs. Ils voyageaient en Asie et notamment en Perse. Et comme je l'ai dit, ils ont ramené de Perse et d'Asie, alors via l'Andalousie au IXe siècle, puis la Sicile et l'Italie, énormément de traditions culinaires. On ne pense jamais que ce sont, par exemple, les Arabes qui vont nous apprendre la pâte feuilletée, par exemple. Ou même, beaucoup de gens pensent que faire de l'alcool, c'est européen, alors que ce sont les Arabes qui nous amènent l'alambic, etc. Donc, tout à fait, c'est une contribution essentielle des Arabes, alors pas simplement dans l'astronomie, dans les lettres, etc., et les mathématiques, mais c'est vrai que les Arabes ont été très, très influents. Merci. Merci. Bonsoir Eric, c'est Nancy Gabala ici. Bonsoir. Alors, une petite question à propos de qui était à table. Est-ce que ces convives étaient seulement les hommes ou est-ce qu'il y avait des femmes aussi? Alors, c'est une très bonne question. Au Moyen-Âge, je vous avais expliqué que les tables étaient, en fait, les convives étaient masculins le plus souvent. Bon, à part peut-être la reine, enfin la femme du roi, etc. Mais très souvent, les invités arrivaient seuls, c'était des hommes, ou s'ils arrivaient avec leurs femmes étaient accompagnées de servantes, et toutes les femmes se retrouvaient dans une pièce séparée et arrivaient à la fin du banquet, rejoignaient les hommes au moment du dessert. Alors la raison était simple, c'est que les femmes trouvaient que les hommes étaient un peu trop vulgaires, il faut le dire aussi, et les femmes étaient toujours très élégantes et très bien habillées, et elles ne voulaient pas se tacher. Alors cela va changer à la Renaissance, et d'ailleurs on le voit quand on commence à observer des toiles, des peintures, etc., que sur les toiles des banquets, on voit toujours des majorités d'hommes, mais une majorité d'hommes, mais on commence à voir également de plus en plus de femmes. Et cette évolution va continuer à l'époque baroque et va se poursuivre, bien sûr, jusqu'à une égalité à un certain moment. Merci Eric, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Bonsoir Merci, Eric. c'est gentil. Je me demande bonsoir, l'influence de la mode. Est-ce qu'on avait l'habitude de s'habiller pour dîner à la Renaissance ou est-ce qu'Erasme a aussi parlé de la mode, s'il fallait s'habiller ou il y avait d'autres auteurs qui en ont parlé?
Oui, bien sûr. Alors Erasme, dans son livre qui a été publié en 1530, a un chapitre qui concerne la mode. Alors je me suis concentré sur la gastronomie, l'alimentation, les manières de table, parce que c'est notre sujet. Mais le livre d'Erasme était très influent, bien sûr, au niveau de la mode, mais également au niveau de la politesse d'une manière générale. Il a des chapitres où il nous explique quel est le genre de courbette qu'il faut faire quand on passe devant un prêtre, en face de l'évêque, enfin, etc. Donc Erasme, lui, oui, a écrit en fait un livre qui couvre tout le domaine du protocole et de l'étiquette, absolument. Mais pour revenir maintenant au niveau de la table, oui, oui, bien sûr, les élites ont des habits, je dirais, d'apparat ou des habits qu'ils vont mettre lors d'occasions spéciales. Et c'est surtout d'ailleurs le cas des femmes à la Renaissance qui, comme je l'ai dit, vont rejoindre les tables de plus en plus. Donc ça, c'est très, très important, bien sûr, la façon dont on va s'habiller. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Monsieur Simonis ou un Et autre? quelle est la position des invités dans la table? Alors, c'est dîner. Pardon. La table, c'est quoi? Qui est les différents invités sont positionnés comme? Oui, alors, les différents invités vont être positionnés en fonction de leur rang social. Alors, généralement, quand on fait un banquet, il va y avoir un invité d'honneur. Donc, on donne souvent à l'invité d'honneur la place principale. Et à côté de l'invité d'honneur va se présenter, bien sûr, le maître de maison. Et les épouses, très souvent, se trouvent assises à côté du maître des maisons. Mais alors ensuite, ça commence à changer, c'est-à-dire qu'il y a toute une hiérarchie sociale et on commence à remarquer que les femmes sont poussées de plus en plus en fin de table, alors que les hommes, eux, restent le plus près possible des maîtres de table selon leur hiérarchie. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui existait aussi dans les maisons bourgeoises. À la fin de la Renaissance, on va commencer à avoir véritablement une salle à manger. Et à ce moment-là, alors je ne parle pas de banquet, mais je parle de la famille, il y a tout un protocole au niveau du positionnement à table. Le chef de famille, entre guillemets, c'est-à-dire l'homme, va s'asseoir en bout de table. Très souvent, il va avoir la cheminée derrière lui. Ainsi, il va bénéficier plus que d'autres de la chaleur de la cheminée. Et puis, il va faire face à la porte d'entrée afin qu'il puisse voir les allées et les venues aussi. Donc, il y a une sorte de position, une sorte de petite tour de contrôle, je dirais. Alors, à côté, sur sa droite, se trouvera sa femme. Ensuite, on va installer les parents, car souvent, il y avait plusieurs générations qui vivaient ensemble dans une famille. Donc, on installe les parents, mais alors le grand-père est plus près du maître de famille que la grand-mère. Les enfants vont se retrouver repoussés en bout de table et toutes dernières, ce seront les filles. Donc là aussi, on voit qu'il y a une sorte de hiérarchie sociale, même au sein de la famille, qui continue à jouer énormément. Merci beaucoup. Merci. Eric, vous avez parlé des protocoles d'Erasme. Est-ce qu'il était le premier à codifier ces protocoles, ces règles? Est-ce qu'il a eu des influences des autres? Oui, alors Erasme est un... Tout à fait. Erasme avait beaucoup voyagé en Europe
Mais il avait également énormément lu. Donc, il était très influencé aussi par les cultures asiatiques, etc. Donc, il avait, je dirais, une vision du monde aussi large que possible à l'époque. Alors, quelles sont les influences vraiment venues d'Asie qu'il a incorporées? Ça, hélas, je ne peux pas vous le dire. Mais il est véritablement le premier à avoir codifié de manière si claire et si précise les manières de table. Avant lui, oui, il y avait aussi des petits manuels d'étiquettes, de protocoles, mais qui ne correspondaient en rien à ce que lui a écrit. Lui, il a écrit une sorte de Bible de l'étiquette, je dirais. Et ça a eu un tel succès que ce livre, qui à l'époque avait été écrit pour son élève, il était professeur particulier du fils du duc de Bourgogne, ce livre a eu un tel succès qu'il a été publié d'abord en ancien français et disséminé dans le royaume, et puis ensuite dans langues diverses dans toute l'Europe. Mais c'est vrai qu'il marque un tournant. Et c'est vrai d'ailleurs que quand on lit ce que nous dit Erasme, ben finalement, ça nous rappelle un peu ce qu'on a appris quand on était enfant, bien souvent, comment mettre ses mains, où les mettre, ne pas se gratter la tête, enfin, etc. Il y a énormément de ces protocoles, de cet art de vivre qui nous a été transmis et qui est toujours vivant aujourd'hui. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question, puisqu'on a un tout petit peu de temps. Monsieur? Questions ou commentaires? Sinon, vous pourrez peut-être poser des questions. Donc, on va retrouver Eric le 26 janvier à 18 h pour une autre présentation de l'histoire de la gastronomie. Cette fois-ci, on va voyager à l'époque baroque. Donc, j'imagine qu'il y a tout autant de choses à dire à cette époque-là. Oui, alors l'époque baroque est très intéressante parce qu'on va passer, disons, de la sophistication au maniérisme. Donc là, on va vraiment pousser à l'extrême beaucoup de choses, comme on aura l'occasion de le voir. Et déjà là, on a senti qu'il y a le maniérisme qui s'installe et beaucoup de choses changent. Absolument, tout à fait. Très bien. Ben, merci encore, et à tous nos Merci à vous. participants, merci d'être là ce soir. De très bonnes fêtes de fin d'année. Mangez bien et tenez-vous bien à table. Ah oui, Et voilà, il faut faire plaisir à Erasme. voilà. Voilà. Et surtout, une bonne santé à tout le monde. Merci. Merci Au revoir, encore. Eric. Au revoir, Au Sonia. Au revoir, revoir. tout le monde. Au revoir. Au revoir, Sonia. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Et encore. Merci, Sonia. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.